Bienvenue sur The Link FW. Aujourd'hui, nous sommes entre ciel et mer, entre la Soufrière et la mer des Caraïbes. Vous l'aurez compris, nous sommes à Basse-Terre. Plus exactement, nous sommes au cœur de la distillerie Bologne, qui est à ce jour la plus vieille distillerie de Guadeloupe. Comment, après 300 bandages, Bologne a-t-il pu résister et encore vivre à cette époque? On va parler de 1930 puisque la famille Sargenton-Callard a acheté la distillerie en 1930. Et le secret, en fait, c'est l'investissement permanent et la confiance dans le produit. Puisque chaque année, les actionnaires acceptent volontiers depuis quelques années de réinjecter l'ensemble des bénéfices pour pouvoir faire progresser l'outil de production, développer des nouvelles pratiques et toujours rester à un niveau de performance élevé. Je dirais que c'est ça. L'avenir, c'est encore être plus ancré dans nos engagements éco-responsables envers notre terroir, les sols, pour pouvoir laisser un meilleur avenir aux générations futures. Et voilà, ça va être peut-être ça. Féminiser un peu plus les équipes, pourquoi pas dans quelques années avoir une maîtresse chef. Voilà, c'est autant de choses où on peut encore faire évoluer les choses. Et voilà. Le bio, c'est pas la fin, c'est pas une finalité. Encore plus réfléchir sur les process agriculturels. Et visez-vous d'autres marchés autres que le marché local, guadeloupéen? Oui. Alors, la métropole aujourd'hui, c'est une grosse partie des marchés d'export, puisqu'on considère que c'est de l'export. Les rhums sont contingentés. Sur la métropole, on a une fiscalité améliorée sur ce marché-là. Maintenant, depuis 2 ans, on a une nouvelle unité de mise en bouteille. C'est une ligne qui est beaucoup plus moderne, qui va nous permettre d'embouteiller jusqu'à 2500 bouteilleurs, d'accroître un petit peu la partie de productivité à ce niveau-là et d'aller chercher de nouveaux marchés à l'export, au grand export du coup cette fois-ci, avec des marchés en Asie, en Afrique, en Amérique. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la production de rhum vieux, justement? Alors, c'est vrai que Bologne est plutôt jeune dans l'élevage de rhum vieux, puisqu'il y a certaines années où tous nos rhums blancs se consommaient, et c'est vrai que sur l'actionnariat, n'avait pas vu l'utilité d'investir très rapidement dans l'élevage de rhum vieux. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on s'est lancé vraiment dans une politique réfléchie de vieillissement. Et l'idée, c'est de créer encore plus de valeur. Le futur, en termes de produits, c'est ça. Des produits de niche, des parcellaires, des monovariétaux, des rhums vieux, des rhums très spécifiques. En fait, le marché est assez mûr pour ça. Les amateurs de rhum qui ont déjà dégusté des rhums blancs classiques ont le palais un petit peu ouvert maintenant et veulent découvrir des choses beaucoup plus pointues. Et c'est sur ce marché-là qu'on va se lancer. Particulièrement fière de ce label-là qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant. C'est 3 lettres qui veulent dire beaucoup pour nous. On est la première distillerie à avoir ce label-là en Guadeloupe. C'est un label qu'on a obtenu en 2018 et qui veut tout dire pour nous parce que c'est un label d'État qui récompense l'excellence des savoir-faire français. Il y a 1400 entreprises qui ont ce label-là dans toute la France et en Guadeloupe, c'est Bologne pour les rhums. Donc c'est tout est écrit, tradition, innovation, savoir-faire et création, donc ça veut dire que vraiment les équipes ont mis tout leur cœur pour pouvoir porter ces valeurs-là et naviguer entre tradition et modernité. Donc c'est vraiment une commission très spécifique et c'est un label où par exemple c'est les cristaux, c'est le cristal Baccarat, c'est la maison Hermès pour la haute couture et pour les rhums de Guadeloupe c'est Bologne. On est extrêmement fiers de ce label-là. Le rhum reste combien de temps dans les fûts? Alors, minimum 3 ans. Ça, c'est la législation nous autorise à développer des rhums vieux à partir de 3 ans de vieillissement en fût de chêne uniquement. C'est fût de chêne. De minimum 600, de maximum 650 litres. C'est-à-dire que chaque fût ne doit pas dépasser 650 litres. Alors nous, en général, on a des fûts qui font à peu près entre 350, entre 300 et on va dire jusqu'à 400 litres. Donc on est vraiment dans les normes de vieillissement. Et c'est une technique appliquée à toutes les distilleries ou c'est propre à Bologne? Alors, disons que d'une manière générale, c'est propre, c'est quelque chose qui est adapté, qui est présent dans toutes les distilleries. Après, ça va être le choix du fût.
les choix du fût, l'origine du fût. C'est-à-dire que si c'est des fûts d'origine française, de cognac par exemple, ben, je dirais que à la base c'est assez propre à notre façon de faire. C'est-à-dire que nous, on a vraiment misé sur la production, sur l'importation de fûts de chai de cognac, alors que nos concurrents avaient misé essentiellement sur du fût de Bourbon, plus facile à obtenir et moins cher aussi. Donc nous on est parti directement sur cette optique de faire vieillir à la méthode cognacaise, de manière générale, notre rhum. Et finalement ça donne un produit qui est tout en finesse, avec beaucoup de complexité et puis du caractère toujours, parce que c'est lié effectivement à la force alcoolique des rhums. Et voilà, on a de la puissance, de la richesse et de la finesse sur nos produits. Et dans cet espace, oui. Combien de tonneaux il y a, combien de fûts? On est à peu près à 1500 litres, 1500 tonneaux. Donc en moyenne qui sont à peu près à 300 litres de capacité. On a des fûts d'occasion et des fûts neufs. C'est un mixte de manière après à pouvoir travailler les assemblages. C'est-à-dire que dans les fûts neufs, on va prélever une certaine quantité auquel on va rajouter des rhums qui ont vieilli uniquement dans les fûts d'occasion. Ça c'est notre cuisine entre guillemets de coupe, qu'on appelle la coupe, c'est-à-dire les assemblages pour effectuer les différents produits de la gamme. C'est une parcelle qui est en conversion depuis 2017. Donc la conversion pour la canne à sucre, c'est depuis 3 ans. Et on est accompagné par un organisme, alors le nôtre c'est Certipac, et il nous conseille sur la pratique agricole. Donc le bio, ce que veut dire le bio, c'est concrètement la plantation, ça veut dire pas de produits herbicides et pas de produits d'engrais minéraux. C'est-à-dire qu'on va mettre que des engrais organiques. Et les engrais organiques sont plus chers et sont aussi mettent plus de temps à restituer les éléments à la plante. Donc c'est un dosage un peu plus savant, ça demande un peu plus de connaissances. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de l'accompagnement du CTCS qui nous a très bien conseillé sur cette partie-là. D'ailleurs, c'est une nouvelle variété de canne. Alors ouais, qui dit bio, on nous a imposé de changer de variété pour pouvoir la distinguer des autres variétés qui sont avoisinantes. Celle-ci c'est de la Matos, c'est une canne qui est plantée généralement en grande terre. C'est la canne jaune, c'est une canne qui vient de la Barbade et qui donne des super rendements, enfin qui a tendance à pousser, à filer vers le ciel et à taler assez vite. Qui va avoir vraiment par rapport à la canne noire qu'on plante ici majoritairement, qui a vraiment un diamètre plus important. La plus grosse contrainte dans l'agriculture biologique, c'est l'enherbement de nos parcelles. C'est-à-dire que comme on ne traite pas avec des produits chimiques, on va avoir beaucoup de ce qu'on appelle des mauvaises herbes, mais qui n'en sont pas forcément. Donc des adventices, ce sont des herbes comme celle-ci. Celle-ci elle est super, c'est du cloème. Ça c'est très mellifère, donc c'est vraiment on cherche à ce que cette plante s'installe un peu partout. Celle-ci va atteindre à peu près 50 cm et elle ne va pas gêner la croissance de la canne. Donc celle-ci on va avoir tendance à la favoriser, tandis qu'on a des plantes, alors là vous voyez plus parce que j'ai une équipe qui est passée la semaine dernière, mais on a des plantes du type corde, ce qu'on appelle ici de la corde. Ce sont des plantes qui sont lianescentes, qui vont se servir de la canne comme d'un tuteur et qui vont venir l'étouffer, qui sont invasives, enfin pas invasives mais qui sont extrêmement compétitives. Donc elles vont pousser à toute vitesse, plus rapidement que la canne. Et si nous on ne réagit pas rapidement, la canne se retrouve étouffée, elle n'a plus de lumière. Et même avec la densité du feuillage, de temps en temps ça va jusqu'à coucher même nos tiges de canne.
Donc ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution efficace pour venir éliminer ces mauvaises herbes. Une bonne canne, alors celle-ci, on l'a coupée au fin mai, donc elle a un peu plus de 2 mois. Ici, la croissance, c'est pas un coin qui est le plus arrosé de Guadeloupe, donc on a des parcelles qui se trouvent de l'autre côté de la soufrière, où à ce stade-là, on a déjà quasiment 1 mètre de plus. Ça dépend de la variété, ça dépend du sol et ça dépend du climat. Mais pour répondre à votre question, c'est 10 mois. Normalement, c'est à partir du 10e mois, la canne rentre dans un stade qu'on appelle rentre en maturité. Ça correspond à la période de sécheresse. La canne va stresser parce qu'il n'y a plus d'eau, il y aura déficit hydrique, pas assez de pluie, donc elle va stresser et elle va arrêter de croître et elle va stocker du sucre. Et nous, c'est le moment qui nous intéresse le plus et c'est le moment où on va la couper parce que c'est là où la teneur en sucre sera la plus importante. Ici, on est sur un sol essentiellement volcanique et c'est ce qui fait partie de notre terroir en fait. La vieille dame, la soufrière qui se cache aujourd'hui fait partie de l'ADN des Roms Bologne en fait. C'est ce territoire volcanique et notre point de localisation où on est puisqu'on est au point de jonction de la côte Auvent et de la côte sous le vent et du coup on va avoir une hydrométrie, une pluviométrie, un sol qui va vraiment être typique, qui va donner toute sa typicité à notre terroir. Donc c'est vraiment ce sur quoi on va travailler, le terroir, et c'est la raison aussi pour laquelle on a décidé d'avoir un métier qui est notre premier métier, qui est l'agriculture. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller vers l'autosuffisance cannière. Massivement, on veut que ce soit les cannes de notre terroir qui soient mises en valeur parce que notre terroir est différenciant par rapport au reste de la Guadeloupe. Donc terroir différent, variétés de cannes différentes aussi puisque on cultive majoritairement 2 variétés de cannes, la canne rouge mais aussi la canne noire. La canne noire qui est une variété de canne que vous retrouvez qu'ici à Bologne, qui est une canne qui est typique de Bologne. Les autres distilleries l'ont abandonnée en raison de son rendement qui est très faible. Nous, c'est une variété qui fait là aussi partie de notre ADN puisque sur le terroir volcanique où on se situe, elle peut vraiment s'épanouir pleinement et donner sa typicité au Rhum Bologne. Donc c'est la raison pour laquelle on conserve cette canne noire qui, ajustée au terroir sur lequel on se trouve, fait partie de l'essence même de Bologne. Et on va parler plus tard de nos rhums monovariétaux, donc 100% canne noire qui sont vraiment aujourd'hui l'or et l'âme de Bologne. Ensemble de règles pour pouvoir avoir le label bio. Et bien cette parcelle, quand on a commencé la plantation, on a invité tous nos confrères, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la canne. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment un laboratoire et que tout le monde puisse se servir des recherches, des tentatives qu'on aura faites pour que la Guadeloupe puisse en bénéficier et aussi que nous, dans notre domaine, on puisse en bénéficier comme une parcelle laboratoire pour avoir des pratiques agriculturales plus saines, plus respectueuses de l'environnement. Voilà. Bonjour Monsieur Lafleur. Bonjour. Bienvenue sur The Weekend. Donc nous sommes au cœur de l'habitation Bologne, qui est une distillerie. Donc d'où vient le nom Bologne et pouvez-vous nous parler de l'histoire de cette distillerie? Oui, alors le nom de Bologne vient d'un ancien propriétaire qui s'appelait Pieter ou Peter van Bollingen, dont le nom a été francisé en Bologne. Mais au départ, l'habitation, qui était une sucrerie type Perlaba, a été créée par un Hollandais, Jacob Claes, qui est arrivé du Brésil en 1654. Et Peter Bologne a épousé la veuve de ce Jacob Claes en 1680. Et l'habitation, c'est-à-dire la sucrerie, est restée propriété de la famille Bologne jusqu'en 1764. Et on a conservé le nom de Bologne à l'habitation. Voilà. Donc classiquement, le nom de Bologne est le nom d'un des propriétaires de l'habitation.
Donc, si on peut revenir sur l'histoire même de cette habitation, comment a-t-elle démarré? Alors, bon, elle a démarré classiquement puisque nous nous trouvons sur Basse-Terre, donc près d'une rivière, la rivière de Saint-Louis qui est devenue la rivière des Pères. Donc, et cette rivière permettait de capter l'eau qui faisait fonctionner les moulins. Donc une grande partie en 1654, quand des Hollandais sont arrivés du Brésil, ils ont été chassés du Brésil. Au Brésil, ils avaient déjà des habitations, sucreries, qui fonctionnaient sur le même modèle. Donc quand ils sont chassés du Brésil, ils arrivent ici, Charles Houel, le gouverneur, les accueille et ils vont s'installer sur toute la côte sous le vent et toute la côte au vent, c'est-à-dire dans la Guadeloupe proprement dite, dans les endroits où il y a des rivières, où ils vont créer ce que l'on appelle des habitations sucreries, c'est-à-dire des sucreries qui vont fonctionner en grande partie grâce aux moulins qui sont actionnés par l'eau des rivières. Et là, nous allons avoir donc une série d'habitations et Bologne fait partie de ces habitations. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Jacob Claes qui l'a créé, mais les Bolognes sont arrivés en même temps, 1654, ils étaient trois, hein, donc il y avait Louis, il y avait Ludwig, Guillaume et Pitre qui avait 10 ans à l'époque. Et ils ont acheté des terres, mais ils ont acheté des terres sur les hauteurs de Baïf. Notamment, Guillaume Bologne, qui est l'ancêtre du chevalier Saint-Georges, avait l'habitation que l'on appelle maintenant Clairefontaine, qui se trouve sur les hauteurs de Baïf. Et ce Pitre Bologne, qui était donc le jeune frère, a grandi et en 1680, il a donc épousé la veuve de Jacob Claes. Et cette habitation est une habitation classique avec un équipage constitué de plusieurs chaudières, avec un moulin, et il fonctionnait grâce à la main-d'œuvre servile, c'est-à-dire grâce aux esclaves, le système qui avait été introduit justement par les Hollandais, qui étaient protestants en grande partie, mais qui se sont, disons, convertis plus ou moins au catholicisme, puisqu'à partir de 1687, le protestantisme était interdit. Il fallait être catholique pour pouvoir rester. Donc les Bolognes se sont convertis au catholicisme à ce moment-là, et eux sont restés alors que d'autres sont partis. Voilà. Et jusqu'en 1764, c'est la famille Bologne qui possédait l'habitation, les descendants. Et en 1764, donc après l'occupation anglaise de la Guadeloupe de 1759 à 1763, en 1764, les Bolognes ont vendu l'habitation à Jean-Baptiste Dupuy des Îlets. Alors Jean-Baptiste Dupuy des Îlets était un personnage très important qui possédait déjà des sucreries, notamment la sucrerie Bellevue qui est devenue la sucrerie Beauvallon qui se trouve sur les hauteurs, l'habitation La Coulisse également, l'habitation Mont-Désir dont il ne reste plus rien, jusqu'à ce que l'on appelle actuellement, jusqu'au propriétaire de Madame Ducharmois, c'est-à-dire que ce qui est au-dessus, ce qui est actuellement Saint-Claude. Et ce Jean-Baptiste Dupuy des Îlets a été chargé également de s'occuper de mettre en valeur la partie qui se situe entre la rivière Noire, ou la rivière de Saint-Claude, la rivière Noire, et la rivière Rouge, qui avait été créé sur la partie dans laquelle on avait créé une paroisse, la paroisse Saint-Pierre du Matouba, pour des gens qui arrivaient d'Allemagne, pour des Allemands. Voilà. Et c'est ce Jean-Baptiste Dupuy des Îlets qui était chargé de mettre en valeur cette partie. Voilà. Donc c'était un personnage très important qui possédait plusieurs sucreries, y compris la sucrerie Bellos, la sucrerie qui est devenue la sucrerie d'Atillac. Mais chaque sucrerie avait conservé son autonomie, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait comme si elles étaient indépendantes, bien qu'elles appartiennent au même personnage. Et quand ce Jean-Baptiste Dupuy des Îlets est mort, sa veuve a loué l'habitation Bologne à Jacob Le Sueur. Et c'était 1784, et ensuite elle l'a vendue, cette habitation, au fils de Jacob Le Sueur, qui est devenu le propriétaire, et qui, eux, ils sont restés pendant la Révolution.
alors que la famille du Puy-des-Îlets est partie en émigration, donc les autres habitations sont devenues des habitations nationales pendant la Révolution, l'habitation Bologne est restée donc gérée par les Le Sueur qui sont restés en place pendant toute la Révolution. Et après la Révolution, le propriétaire étant mort, ce sont la veuve, elle avait des enfants en bas âge, elle a loué cette habitation qui est passée de main en main. Ensuite, ça a été repris par les Le Sueur et en définitive, en 1830, elle a été vendue à quelqu'un de particulier qui est Aimé Noël, qui était donc un libre de couleur. Et donc ce libre de couleur qui avait de l'argent parce que il était originaire de Vieux Habitants et donc qui s'était marié avec une libre de couleur de Bouillante. Et donc ensemble, ils avaient fait fortune d'abord Aimé Noël était d'abord il organisait des pêches à la Seine. Ensuite, il a vendu des engins de pêche. Ensuite, il a acheté une demi-caféière à Village. Ensuite, pendant la Révolution, il a plus ou moins trafiqué avec les corsaires. Et également prêter de l'argent, échanger, acheter des habitations, les revendre, etc. Tout ça sur Village surtout. Et en 1830, il a les moyens d'acheter une habitation sucrerie, l'habitation Bologne, qui le fait rentrer dans l'aristocratie, puisque les habitants sucriers étaient une espèce d'aristocratie. Mais par contre, il avait conservé sur Village de grandes habitations caféières qui lui donnaient l'essentiel de ses bénéfices, puisque le sucre à ce moment-là était de moins en moins rentable. Et quand il est mort, donc en 1845, c'est son neveu qui a pris la suite, et son neveu donc a eu des difficultés, notamment juste avant l'abolition de l'esclavage, parce que les esclaves de l'habitation étaient au courant des nouvelles réglementations qui étaient prises progressivement en faveur, disons, des esclaves. Par exemple, ce que l'on sait peu, c'est qu'en 1846, les règlements accorder un jour supplémentaire de congé aux esclaves qui pouvaient quitter l'habitation pour s'engager ailleurs. Mais ça, personne ne le savait. Par contre, les esclaves d'Aimé Noël le connaissaient parce qu'ils étaient près du chef-lieu. Et donc, ils étaient conseillés, notamment par un dénommé Sénécal. Et donc, il réclamait de l'application de ces nouvelles dispositions. Et ça créait des problèmes qui se terminaient au tribunal, etc. Et après 1848, le neveu, donc Jean-François Aimé Noël, le neveu, donc a signé un accord, ce qu'on appelait une société agriculturale, c'est-à-dire un accord entre les anciens esclaves et lui-même pour continuer à cultiver la canne et pour continuer à faire du sucre. Pourquoi ? Parce que les anciens esclaves, eux, ils pouvaient partir, mais ils perdaient le jardin. Ce qu'on appelait le jardin à nègre, c'est-à-dire le jardin qui était transmis de famille en famille, sur lesquels il y avait les arbres fruitiers, où il y avait également les plantations qui permettaient aux esclaves d'améliorer leur sort. Et donc, ils perdaient l'usage du jardin, ils perdaient l'usage de la case également. Et donc, dans un premier temps, ces anciens esclaves, qui sont devenus des nouveaux libres, ont signé un accord avec le propriétaire, par lequel il y avait le partage des bénéfices, il y avait également, on prévoyait le partage également de la mélasse, etc. Il y avait tout un ensemble de dispositions. Bon, il n'y a pas que soit à Bologne que l'on a signé ce genre d'accord, également sur Bellevue, également en Grande Terre, également. Bon, donc c'était un accord entre les anciens esclaves, nouveaux libres, et le propriétaire. Mais malgré
disons, malgré ces dispositions, les difficultés économiques se poursuivaient puisque, bon, maintenant il fallait payer les esclaves. Ensuite, il y avait l'immigration pour remplacer les anciens esclaves, mais bon, on fournissait d'abord les Congos. D'abord, il y a eu des Madériens, il y a eu des Congos, ce qu'on appelait des Congos, c'est-à-dire qui venaient du Loango. Il y avait également des Indiens, mais ils étaient distribués d'abord aux grandes sucreries de Grande Terre. Voilà. Et donc, il y avait des difficultés. Et Aménoël, donc le neveu, avait fait un emprunt au Crédit foncier colonial sur 30 ans, qui ne pouvait pas, à un moment donné, il n'a pas pu le rembourser, donc il a vendu 4 hectares à Le Dentu. Suite aux difficultés économiques, donc il vend 4 hectares de terre à Le Dentu qui a l'intention de construire une usine, c'est-à-dire une centrale, c'est-à-dire une usine qui recevrait les cannes de toutes les habitations pour faire du sucre à meilleur marché. Mais ce n'est pas suffisant et l'année suivante, il est obligé il est exproprié. Et à ce moment-là, le Dentu va racheter, alors qu'au départ, il ne voulait faire qu'une centrale, il va racheter l'habitation Bologne. Aménoël va garder une petite habitation qui est la coulisse pour son usage personnel. Et ensuite, le Dentu va racheter également Beauvallon, donc Bellevue. Il va également être obligé de racheter Clairefontaine. Enfin, donc il va se retrouver en train d'acheter des terres alors qu'au départ, il ne voulait, lui, que faire une centrale, c'est-à-dire être le faiseur de sucre, de canne venant d'autres habitations. Voilà. Et donc les cours de sucre baissant, la crise sucrière de 1880-84, ensuite suivie de la crise sucrière de 1890, etc., va faire en sorte que eux-mêmes, qui avaient repris les dettes des habitations, qui avaient également s'étaient endettés pour construire l'usine, vont se retrouver eux-mêmes endettés, et donc les habitations vont être vendues. Qu'elles vont être démantelées, par exemple le Mont Carmel, il va être vendu, le Beauvallon, Bologne, etc. Tout va être vendu en détail, si vous voulez. Et l'habitation Bologne va être rachetée par un dénommé Pombiré, qui le lègue ensuite à ses neveux. Et en définitive, pour pouvoir s'en sortir, classiquement, au lieu de faire du sucre, à partir du début du XXe siècle, on va ne faire uniquement que du rhum. Et comme à partir dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire à partir de 1922, il y a des règlements sur le contingentement du rhum, donc ils reçoivent une certaine quantité, ils peuvent faire une certaine quantité de rhum d'alcool qu'ils vont vendre à des prix fixés. À ce moment-là, ils vont pouvoir également s'en sortir et à partir de 1930, ça va être racheté par un couple, les Callard-Sargenton, dont les descendants sont actuellement les propriétaires. Comment s'organisait la vie sur une plantation entre le XVIIe et le XIXe siècle? Voilà, alors donc, le modèle qui a été amené, il a été amené au XVIIe siècle, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 1654, par les Hollandais. Mais ce modèle, il avait été mis en place au Brésil, dans le nord-est du Brésil, par ces mêmes Hollandais, qui eux-mêmes l'avaient pris depuis les îles du Cap-Vert, où les premières sucreries s'étaient installées. Et le système était un système basé sur la main-d'œuvre servile, c'est-à-dire la main-d'œuvre esclave. Alors, donc, le système, il a été défini, il a été, disons, décrit avec beaucoup de détails par le père Labat, qui en a parlé, et ce système, il a fonctionné jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du 19e siècle. Alors, il y avait donc les cultivateurs, qui donc étaient organisés en grand et petit atelier. Alors, dans le grand atelier, il y avait tous ceux qui avaient plus de 14 ans,
et qui donc étaient les cultivateurs. Alors, que ce soit hommes ou femmes, s'occupaient de sarcler, de planter, de couper, de faire les paquets, etc. Donc de tout ce qui était les travaux les plus durs. Les moins valides, eux, étaient dans le petit atelier. Donc le petit atelier, ils s'occupaient des animaux, ils s'occupaient également de ramasser de l'herbe, ils s'occupaient d'organiser les petits travaux, les menus travaux. Donc c'était ceux qui avaient moins de 14 ans et ceux qui étaient donc ce qu'on appelait les surâgés, c'est-à-dire ceux qui étaient très âgés et qui n'étaient plus dans les travaux des champs. Voilà. Alors ça c'était l'essentiel, c'est-à-dire la force de travail. Et puis il y avait également les spécialistes. Les spécialistes, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient, des spécialistes très importants, c'est-à-dire tout ce qui était forgerons, tonneliers, charrons, ceux qui faisaient les taillandiers, qui s'occupaient de faire les petits outils. Il y avait également le distillateur, le sucrier, qui cela avait une grande importance, parce que c'est par eux que fonctionnait que l'on faisait l'essentiel, c'est-à-dire le sucre et le rhum. Et cela donc était souvent ce qu'on appelait des rouges, c'est-à-dire des métis. Parce qu'il y avait également une hiérarchie sociale quand même dans l'habitation. Selon, disons, comme on disait entre couleurs, si vous voulez. Bien, généralement les spécialistes, c'était donc ceux qui étaient issus de la famille en dehors, si vous voulez. Voilà. Et qui ou alors des esclaves qui étaient nés dans l'habitation, de parents nés dans l'habitation et qui entamaient une ascension sociale avant d'être libérés et de rentrer dans la classe des libres de couleur. Voilà. Donc voilà, ça fonctionnait comme ça. Et ce système a fonctionné comme ça, grand et petit atelier, jusqu'au milieu du 19e siècle, jusque les années 1830, 1840 et même après. Vous nous avez parlé de Joseph Vologne, donc le chevalier de Saint-Georges. Pouvez-vous nous parler un peu de cet illustre personnage dont on parle beaucoup mais dont on sait très peu de choses? Voilà, alors le chevalier Saint-Georges, il n'est pas issu de Pierre Bologne, de Pitre Bologne, du propriétaire de l'habitation Bologne, mais de son frère, Guillaume Bologne, donc comme je vous ai dit, qui avait l'habitation qui se trouve sur les hauteurs de Baïf, qui s'appelle l'habitation Clairefontaine. Et c'est là que Joseph Bologne, donc le chevalier Saint-Georges, est né. Il est né donc de Georges Bologne qui descend de Guillaume Bologne. Voilà. Donc si vous voulez, Peter Bologne était son grand-oncle. Alors, il est né des amours de Georges Bologne avec Manon. Manon qui était une de ses esclaves, une de ses belles esclaves, donc, dont il a eu ce fils. Et Georges Bologne était d'autre part marié et il avait une fille. Donc vous savez le système des enfants dedans et des enfants en dehors. Donc si on peut dire, Georges Bologne était un enfant en dehors. Et ce Georges Bologne, donc une soirée qui était arrosée sur Baïf, s'est battu en duel avec son cousin. Et il l'a blessé. Il l'a blessé, mais il ne l'a pas tué. Et ce cousin est mort, sans doute du tétanos. Et on a accusé Georges Bologne de l'avoir tué. Et à ce moment-là, il allait être condamné. Ce qui fait qu'il est parti avec Manon, avec Joseph, et il est parti d'abord donc sur Haïti, enfin sur Saint-Domingue qui est devenu Haïti, et ensuite en métropole. Et en métropole, il s'est installé, il a fait venir sa femme, sa fille, etc. Et il a fait donner à Joseph, il lui a fait donner une éducation comme une éducation de noble, c'est-à-dire escrime, musique, violon, etc. Et ce Georges Bologne est devenu, même au service du roi, est devenu un personnage illustre, donc célèbre pour son agilité au combat à l'épée, célèbre également pour ses dons musicaux, et c'est devenu un personnage très important en métropole. Et donc pendant la Révolution,
il a même créé un régiment d'Antillais pour aller combattre à Haïti. Oui, et il est mort donc en métropole. Alors sa mère, justement, Manon, on ne savait pas exactement ce qu'elle était devenue. Mais il y a peu de temps, on a trouvé des minutes notariales qui semblent être les dernières volontés de Manon Bologne, puisque dans ces minutes notariales, on parle de Manon, dite Bologne, libre de couleur. Et donc ces deux minutes notariales, dans une, elle donne l'autorisation à un de ses fils de se marier avec une Sainte-Lucienne, et elle lui donne également en dot, si vous voulez, un jeune esclave. Et également, il y a un peu plus tard une autre minute notariale où elle donne ses dernières volontés. Voilà. Et il semblerait que ce soit la mère du chevalier Saint-Georges qui est revenue en Guadeloupe et qui était donc installé à Basse-Terre, alors que le père du chevalier Saint-Georges, lui, était mort bien avant à Baïf, et il était enterré dans l'église de Baïf. Merci. Voilà.